La politique d'Aristote, livre 1er, chapitre 2, sommaire. Théorie de l'esclavage naturel. Opinions diverses pour ou contre l'esclavage. Opinion personnelle d'Aristote. Nécessité des instruments sociaux. Nécessité et utilité du pouvoir et de l'obéissance. La supériorité et l'infériorité naturelle font les maîtres et les esclaves. L'esclavage naturel est nécessaire, juste et utile. Le droit de la guerre ne peut fonder l'esclavage. Science du maître, science de l'esclave. Maintenant que nous connaissons positivement les parties diverses dont l'État s'est formé, il faut nous occuper tout d'abord de l'économie qui régit les familles, puisque l'État est toujours composé de familles. Les éléments de l'économie domestique sont précisément ceux de la famille elle-même, qui pour être complète doit comprendre des esclaves et des individus libres. Mais, comme pour se rendre compte des choses, il faut soumettre d'abord à l'examen les parties les plus simples, et que les parties primitives et simples de la famille sont le maître et l'esclave, l'époux et la femme, le père et les enfants, il faudrait étudier séparément ces trois ordres d'individus et voir ce qu'est chacun d'eux et ce qu'il doit être. On a donc à considérer d'une part l'autorité du maître, puis l'autorité conjugale, car la langue grecque n'a pas de mot particulier pour exprimer ce rapport de l'homme et de la femme. Et enfin la génération des enfants, notion à laquelle ne répond pas non plus un mot spécial. À ces trois éléments que nous venons d'énumérer, on pourrait bien en ajouter un quatrième, que certains auteurs confondent avec l'administration domestique et qui selon d'autres en est au moins une branche fort importante. Nous l'étudierons aussi, c'est ce qu'on appelle l'acquisition des biens. Occupons-nous d'abord du maître et de l'esclave afin de connaître à fond les rapports nécessaires qui les unissent et afin de voir en même temps si nous ne pourrions pas trouver sur ce sujet des idées plus satisfaisantes que celles qui sont reçues aujourd'hui. On soutient d'une part qu'il y a une science propre au maître et qu'elle se confond avec celle de père de famille, de magistrat et de roi, ainsi que nous l'avons dit en débutant. D'autres, au contraire, prétendent que le pouvoir du maître est contre nature, que la loi seule fait des hommes libres et des esclaves, mais que la nature ne met aucune différence entre eux, et même par suite que l'esclavage est inique, puisque la violence l'a produit. D'un autre côté, la propriété est une partie intégrante de la famille, et la science de la possession fait aussi partie de la science domestique, puisque sans les choses de première nécessité, les hommes ne sauraient vivre, ni vivre heureux. Il s'ensuit que, comme les autres arts, chacun dans sa sphère ont besoin pour accomplir leur œuvre d'instruments spéciaux, la science domestique doit avoir également les siens. Or, parmi les instruments, les uns sont inanimés, les autres vivants. Par exemple, pour le patron du navire, le gouvernail est un instrument sans vie, et le matelot qui veille à la proue un instrument vivant. L'ouvrier dans les arts étant considéré comme un véritable instrument. D'après le même principe, on peut dire que la propriété n'est qu'un instrument de l'existence, la richesse une multiplicité d'instruments, et l'esclave une propriété vivante. Seulement en tant qu'instrument, l'ouvrier est le premier de tous. Si chaque instrument en effet pouvait, sur un ordre reçu ou même deviné, travailler de lui-même, comme les statues de Dédale ou les trépieds de Vulcain, qui se rendaient seuls, dit le poète, aux réunions des dieux, si les navettes tissaient toutes seules, si l'archer jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d'ouvriers et les maîtres d'esclaves. Les instruments proprement dits sont donc des instruments de production. La propriété, au contraire, est simplement d'usage. Ainsi, la navette produit quelque chose de plus que l'usage qu'on en fait, mais un vêtement, un lit ne donne que cet usage même. En outre, comme la production et l'usage diffèrent spécifiquement et que ces deux choses ont des instruments qui leur sont propres, il faut bien que les instruments dont elles se servent aient entre eux une différence analogue. La vie est l'usage et non la production des choses.
et l'esclave ne sert qu'à faciliter tous ces actes d'usage. Propriété est un mot qu'il faut entendre comme on entend le mot partie. La partie fait non seulement partie d'un tout, mais encore elle appartient d'une manière absolue à une chose autre qu'elle-même. Et pareillement pour la propriété, le maître est simplement le maître de l'esclave, mais il ne tient pas essentiellement à lui. L'esclave, au contraire, est non seulement l'esclave du maître, mais encore il en relève absolument. Ceci montre nettement ce que l'esclave est en soi et ce qu'il peut être. Celui qui par une loi de nature ne s'appartient pas à lui-même, mais qui tout en étant homme appartient à un autre, celui-là est naturellement esclave. Il est l'homme d'un autre, celui qui en tant qu'homme devient une propriété, et la propriété est un instrument d'usage et tout individuel. Il faut voir maintenant s'il est des hommes ainsi faits par la nature, ou bien s'il n'en existe pas. Si, pour qui que ce soit, il est juste et utile d'être esclave, ou bien si tout esclavage est un fait contre nature. La raison et les faits peuvent résoudre aisément ces questions. L'autorité et l'obéissance ne sont pas seulement choses nécessaires, elles sont encore choses éminemment utiles. Quelques êtres, du moment même qu'ils naissent, sont destinés les uns à obéir, les autres à commander, bien qu'avec des degrés et des nuances très diverses pour les uns et pour les autres. L'autorité s'élève et s'améliore dans la même mesure que les êtres qui l'appliquent ou qu'elle régit. Elle vaut mieux dans les hommes que dans les animaux, parce que la perfection de l'œuvre est toujours en raison de la perfection des ouvriers, et une œuvre s'accomplit partout où se rencontrent l'autorité et l'obéissance. Ces deux éléments d'obéissance et de commandement se retrouvent dans tout ensemble formé de plusieurs choses, arrivant à un résultat commun, qu'elles soient d'ailleurs séparées ou continues. C'est là une condition que la nature impose à tous les êtres animés, et l'on pourrait même découvrir quelques traces de ce principe jusque dans les objets sans vie. Telle est par exemple l'harmonie dans les sons. Mais ceci nous entraînerait peut-être trop loin de notre sujet. Tout d'abord, l'être vivant est composé d'une âme et d'un corps, fait naturellement l'une pour commander, l'autre pour obéir. C'est là du moins le vœu de la nature qu'il importe de toujours étudier dans les êtres développés, suivant ces lois régulières et non point dans les êtres dégradés. Cette prédominance de l'âme est évidente dans l'homme parfaitement sain d'esprit et de corps, le seul que nous devions examiner ici. Dans les âmes corrompues ou disposées à l'être, le corps semble parfois dominer souverainement l'âme, précisément parce que leur développement irrégulier est tout à fait contre nature. Il faut donc, je le répète, reconnaître d'abord dans l'être vivant l'existence d'une autorité pareille tout ensemble, et à celle d'un maître et à celle d'un magistrat. L'âme commande au corps comme un maître à son esclave, et la raison à l'instinct comme un magistrat, comme un roi. Or évidemment, on ne saurait nier qu'il ne soit naturel et bon pour le corps d'obéir à l'âme, et pour la partie sensible de notre être d'obéir à la raison et à la partie intelligente. L'égalité ou le renversement du pouvoir entre ces divers éléments leur serait également funeste à tous. Il en est de même entre l'homme et le reste des animaux. Les animaux privés valent naturellement mieux que les animaux sauvages, et c'est pour eux un grand avantage, dans l'intérêt même de leur sûreté, d'être soumis à l'homme. D'autre part, le rapport des sexes est analogue, l'un est supérieur à l'autre, celui-là est fait pour commander et celui-ci pour obéir. C'est là aussi la loi générale qui doit nécessairement régner entre les hommes. Quand on est inférieur à ses semblables, autant que le corps l'est à l'âme, la brute à l'homme, et c'est la condition de tous ceux chez qui l'emploi des forces corporelles est le seul et le meilleur parti à tirer de leur être, on est esclave par nature. Pour ces hommes-là, ainsi que pour les autres êtres dont nous venons de parler, le mieux est de se soumettre à l'autorité du maître, car il est esclave par nature celui qui peut se donner à un autre,
Et ce qui précisément le donne à un autre, c'est qu'il ne peut aller qu'au point de comprendre la raison quand un autre la lui montre. Mais il ne la possède pas par lui-même. Les autres animaux ne peuvent pas même comprendre la raison et ils obéissent aveuglément à leurs impressions. Au reste, l'utilité des animaux privés et celle des esclaves sont à peu près les mêmes. Les uns comme les autres nous aident par le secours de leur force corporelle à satisfaire les besoins de l'existence. La nature même le veut puisqu'elle fait les corps des hommes libres différents de ceux des esclaves, donnant à ceux-ci la vigueur nécessaire dans les gros ouvrages de la société, rendant au contraire ceux-là incapables de courber leur droite stature à ces rudes labeurs, et les destinant seulement aux fonctions de la vie civile qui se partagent pour eux entre les occupations de la guerre et celles de la paix. Souvent, j'en conviens, il arrive tout le contraire. Les uns n'ont d'homme libre que le corps, comme les autres n'en ont que l'âme. Mais il est certain que si les hommes étaient toujours entre eux aussi différents par leur apparence corporelle qu'ils le sont des images des dieux, on conviendrait unanimement que les moins beaux doivent être les esclaves des autres, et si cela est vrai en parlant du corps, à plus forte raison le serait-ce en parlant de l'âme. Mais la beauté de l'âme est moins facile à reconnaître que la beauté corporelle. Quoi qu'il en puisse être, il est évident que les uns sont naturellement libres et les autres naturellement esclaves, et que pour ces derniers l'esclavage est utile autant qu'il est juste. Du reste, on nierait difficilement que l'opinion contraire enferme aussi quelques vérités. L'idée d'esclavage et d'esclave peut s'entendre de deux façons. On peut être réduit en esclavage et y demeurer par la loi, cette loi étant une convention par laquelle celui qui est vaincu à la guerre se reconnaît la propriété du vainqueur. Mais bien des légistes accusent ce droit d'illégalité, comme on en accuse souvent les orateurs politiques, parce qu'il est horrible, selon eux, que le plus fort, par cela seul qu'il peut employer la violence, fasse de sa victime son sujet et son esclave. Ces deux opinions opposées sont soutenues également par des sages. La cause de ce dissentiment et des motifs allégués de part et d'autre, c'est que la vertu a droit, quand elle en a le moyen, d'user jusqu'à un certain point, même de la violence, et que la victoire suppose toujours une supériorité louable à certains égards. Il est donc possible de croire que la force n'est jamais dénuée de mérite, et qu'ici toute la contestation ne porte réellement que sur la notion du droit, placée pour les uns dans la bienveillance et l'humanité, et pour les autres dans la domination du plus fort. Mais chacune de ces deux argumentations contraires est en soi également faible et fausse, car elle ferait croire tous deux, prises séparément, que le droit de commander en maître n'appartient pas à la supériorité de mérite. Il y a quelques gens qui, frappés de ce qu'ils croient un droit et une loi, à bien toujours quelque apparence de droit, avancent que l'esclavage est juste quand il résulte du fait de la guerre. Mais c'est se contredire, car le principe de la guerre elle-même ne peut être injuste, et l'on n'appellera jamais esclave celui qui ne mérite pas de l'être. Autrement, les hommes qui semblent les mieux nés pourraient devenir esclaves, et même par le fait d'autres esclaves parce qu'ils auraient été vendus comme prisonniers de guerre. Aussi les partisans de cette opinion ont-ils soin d'appliquer ce nom d'esclave seulement aux barbares et de le répudier pour leur propre nation. Cela revient donc à chercher ce que c'est que l'esclavage naturel, et c'est là précisément ce que nous nous sommes d'abord demandé.